Deuxième épisode sur la gestion du temps en grande distribution, sujet passionnant. Bonjour Pierre-Yves. Bonjour Jonathan. Tu peux nous expliquer un petit peu qui tu es, ce que tu fais chez Timeskipper? Parce que toi, tu as une Euh, expérience assez intéressante. Tu as En fait, connu. ça fait 11 ans que je suis chez Timeskipper. Ouais, J'ai en charge la partie métier opérationnel, lancement, audit, formation, conseil, et la mise en place de notre outil Timeskipper chez les clients. Et avant ça, j'ai travaillé pendant 25 ans en grande distribution ouais, alimentaire. Où j'ai eu la chance de pouvoir travailler dans différents groupes comme Auchan, Promodes à l'époque, donc c'était le magasin Continent pour les formats hyper, Champion pour les formats super et Dia pour les formats hard ok. discount. Mm, ouais. Et puis par la suite, fusion oblige, dans le groupe Carrefour pendant une dizaine d'années. Et là, donc je suis passé de métier de magasin opérationnel, chef de rayon, chef de secteur, chef de file régional, Ouais. à un métier plus process et méthode chez Carrefour, où j'ai été patron de l'organisation du groupe Carrefour pendant une dizaine d'années sur tous Ouais. les formats, tous les pays, franchisés intégrés. On va évoquer deux sujets sur cet épisode. Le premier, c'est le changement d'enseigne que tu as connu. Tu vas peut-être nous raconter un petit peu ce que tu as vécu à l'époque. Et deux, la gestion des irritants, qui est une condition d'ailleurs même à la première. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu justement, alors ton parcours, juste l'approfondir un petit peu chez Promodes. Qu'est-ce que ça a changé à l'époque, cette consolidation à l'époque avec Carrefour? En fait, l'idée était de. On est en quelle année déjà? Fin On 90? est dans les années 99, Ouais, 2002. La fusion a été longue parce que c'était deux gros groupes ouais, historiques avec un grand nombre de points de vente en France et à l'étranger. L'idée était de reprendre les forces des deux grands groupes pour faire ensemble la différence. La force de frappe de Carrefour au niveau achat, au niveau, du nombre de points de vente dans les négos, au niveau des process, et puis Promodes plus sur la partie savoir-faire sur la franchise, qu'on voit bien aujourd'hui revenir d'ailleurs sur le devant de la scène. mm, Une très très belle expérience sur l'utilisation des bonnes pratiques des franchisés, aussi bien sur les tout petits formats de proximité que sur les supermarchés, parce que les champions, sur 1000 magasins, il y en ouais. avait 600 qui étaient franchisés. Donc Ah oui. c'était quand même la partie forte de Promodes à l'époque. Ça rappelle un peu le changement qu'on a actuellement avec Carrefour, Cora, avec deux cultures finalement très différentes. C'est important de ne pas perdre les fondamentaux des deux, les forces des deux. Comment on fait justement pour mixer la bonne culture d'entreprise? C'est pas évident d'arriver à faire en sorte qu'on n'obtienne qu'une seule culture Ouais, d'entreprise avec deux groupes qui existaient depuis les années 60, ouais, avec une histoire sur des décennies. Et du coup, c'est ça qui a été certainement le plus long à opérer en termes de fusion. On va pas refaire l'histoire, mais ça a duré pas mal de temps. Il a fallu embarquer les équipes. Mais en fait, finalement, les équipes opérationnelles magasins ont été plus rapides à opérer ce changement que la tête pensante et les dirigeants. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de conduites du changement opérées, beaucoup de conduites de projets amenées pour pouvoir faire embarquer les équipes dans ce grand changement. Et ça a nécessité beaucoup d'organisation, d'anticipation, de préparation pour réussir ce changement d'enseigne. Euh, mais le plus long, finalement, ça a été de veiller à ce que toutes les équipes soient bien embarquées. Donc, la phase de communication, la phase de conduite du changement a été parfois un petit peu le parent pauvre au début. ouais. Assez vite, les ressources humaines, les patrons de points de vente et tout ça ont dû travailler fortement sur cet aspect-là pour que les équipes se rassurent, les équipes soient informées, les équipes connaissent les étapes du changement, se comprennent dans quelles étapes elles se trouvaient à chaque instant, et puis aussi de valoriser, mesurer les résultats aussi de ça. Ouais, c'est vrai que le changement d'enseigne, ça effraie énormément les salariés. Souvent, c'est la base qui manque peut-être aussi d'informations, je pense, dans ce genre Ouais. de consolidation. Qu'est-ce que tu dirais à ces salariés pour les rassurer aujourd'hui que c'est une bonne chose finalement de changer d'enseigne et de consolider le marché? En général, enfin,
toutes les reprises ou les changements d'enseigne ou les fusions qui ont été opérées, c'est parce qu'il y a à un moment donné des actionnaires ou des dirigeants qui croient en l'entreprise et qui veulent mettre tout en œuvre pour pouvoir protéger finalement l'enseigne et donc les équipes. Donc c'est une chance finalement pour les équipes que d'aller vers cet objectif-là. Alors c'est sûr que sur le papier ou dans la présentation du projet au départ, c'est pas forcément tout de suite perceptible par les équipes et il faut les rassurer. C'est une chance pour eux, ouais. Il faut leur présenter ça comme ça. Et c'est souvent comme ça qu'on a pu sauver et redynamiser, redonner du commerce, refaire du commerce avec les équipes sur le terrain. Mais ça passe par des étapes un peu difficiles parce que on sait ce qu'on perd, on ne sait pas ce qu'on va retrouver. Toi, tu l'as vécu, t'as eu peur aussi au moment où ça a commencé à bouger dans ta carrière? Pas vraiment, parce qu'en fait, moi, ayant travaillé chez Auchan et j'ai quitté la France à ce moment-là pour la Belgique pour aller travailler avec le groupe Promodes. Et quand je suis arrivé là-bas, en fait, je connaissais ni Promodes ni Carrefour. Ah oui. Et très vite, il y a eu la fusion à ce moment-là. Ouais. Donc moi, j'avais pas de problème par rapport à cette. Mais t'as peut-être pas d'attachement aussi Non, j'avais pas d'attachement. Et donc, du coup, moi, j'avais ma formation initiale Auchan. Et finalement, ça m'a servi parce que j'étais pas dans un camp ou dans l'autre, parce qu'au départ c'est un peu comme ça, tout le monde se regarde en se disant qui détient la vérité, qui va apporter la meilleure pratique pour telle ou telle tâche magasin, et donc non, moi j'avais pas ce souci là. T'as des souvenirs un peu d'animosité justement entre deux clans? Oui, il y avait clairement des groupes qui essayaient d'imposer leur point de vue parce que pensant qu'ils détenaient la vérité, parce qu'ils avaient toujours fait ça dans la culture de leur entreprise, et c'était pas facile pour eux d'accepter que la vérité pouvait aussi être en face et peut-être même meilleure. Je me souviens d'un exemple flagrant qui avait choqué les équipes, c'est les marchandises. Les marchandises, il y avait plus de points de vente chez Carrefour, plus de force de frappe de négociation donc. Vis-à-vis des industriels. Chez Promodes, il y en avait un peu moins. On s'est rendu compte qu'il y avait des lignes de produits chez certains industriels qui étaient mieux négociées chez Promodes que chez Carrefour. Quelles sont pour toi les étapes clés pour réussir cette transformation, ce changement d'enseigne? En fait, par rapport à ça et par rapport à ce qu'on a fait avec Timekeeper pour aider des enseignes aussi à retourner la table un petit peu pour la réussite d'un transfert ou d'un rachat ou d'une fusion ou de changement d'enseigne. Ça, vous l'avez fait avec Timekeeper? Oui, on l'a fait avec Timekeeper, on a aidé là-dessus. Cette étape de conduite du changement, elle est pas simple en vrai. Quel est pour toi le maître mot à avoir? Alors, tu parles beaucoup de communication, j'ai l'impression que c'est quand même un indicateur, un élément important, un levier important. Oui, parce qu'en fait, à chaque fois qu'on s'est rendu compte qu'on avait un petit peu mis de côté cette partie-là, on a rencontré des soucis d'efficience, d'efficacité opérationnelle. Direct, tu le sens. Tout de suite. Ouais. Donc, en plus, chacun a le droit de comprendre différemment les choses. C'est pas parce qu'on a fait une communication unilatérale, soit par affichage dans les magasins, soit avec un planning, soit avec une réunion de travail, que chacun aura compris de la même manière. Chacun c'est l'effet émetteur-récepteur. Enfin, chacun est fait différemment. Donc, il faut que le middle management et les directions opérationnelles soient au plus près pour pouvoir se rendre compte si les choses ont bien été digérées et bien interprétées pour pouvoir faire en sorte que ça devienne un succès, en fait, à fêter ensemble. Ouais, c'est presque du micromanagement, parce que j'imagine que chacun ne réagit pas de la même façon. D'autant plus qu'il y a eu peut-être une période un peu de peur juste avant. On va revenir à un deuxième sujet maintenant, c'est la gestion des irritants. Il n'y a rien de pire dans un magasin que de constater des ruptures. Je pense que moi, dans des magasins que je fréquente, je suis toujours un peu abasourdi par des trous béants dans les rayons. Comment on fait aujourd'hui, en tout cas, quels sont les différents irritants clés pour améliorer l'expérience client en magasin? En fait, oui, d'ailleurs, c'est en parallèle avec le sujet qu'on a évoqué avant. C'est-à-dire que quand il y a une effervescence autour d'une nouvelle enseigne ou d'une reprise, il y a un engouement et il y a beaucoup de clients qui viennent et on va chercher des nouveaux clients. Le tout, c'est d'être prêt à pouvoir accueillir durablement ces clients en évitant de commencer à se faire gagner par des irritants qui vont les faire partir. Il faut faire une bonne impression dès le début. Exactement. Alors,
y a la bonne impression dès le début parce on ouvre le rideau et le théâtre est là pour accueillir dans les meilleures conditions les clients avec des offres promotionnelles incroyables, avec des offres en gondole dans les allées permanents tip top. Mais comment on fait pour garder ça au quotidien durablement? Et on se rend compte que les irritants les plus repris par les enquêtes clients, quand on communique avec eux, ce sont d'abord l'attente en caisse. L'attente en caisse qui revient beaucoup et qui nécessite de travailler avec soit du matériel, comme on a vu beaucoup ces dernières années arriver sur la ligne de caisse, qu'on n'avait pas changé depuis 60 ans et que d'un seul coup, on a vu du self-scanning, du self-checkout, du Q-boosting arriver pour fluidifier les flux en caisse, pour éviter que le client ait le sentiment que quand il vient en hyper ou quand il vient même en super, ça a un impact. Passer trop oui, ça a un impact parce que ça lui fait choisir une autre enseigne très vite. Comme en France, on est un des pays qui a le plus de concurrents au mètre carré par habitant au monde. Très vite, il a envie d'aller ailleurs. Le deuxième aspect d'irritant très important pour les clients, c'est la notion de prix. C'est-à-dire que si on n'a pas le bon prix, mais si on n'a pas non plus l'affichage prix au bon moment, au bon endroit, les clients, ça leur fait perdre du temps, perdre confiance. Et puis, je ne vous raconte pas par rapport à l'inflation en ce moment, il a énormément besoin de se rassurer sur les prix. Et toutes CSP regardent aujourd'hui le prix en linéaire. On est étonné en ce moment de voir à quel point les gens font pratiquement la calculette pour analyser ça. Donc, le prix. La troisième chose, c'est la fraîcheur des produits dans l'alimentaire. La quatrième chose, c'est les ruptures. Vous l'avez dit tout à fait. Ça fait vite penser à un client qu'il va une fois, deux fois, mais pas trois fois, revenir dans le magasin s'il ne trouve pas son produit. Et ça, c'est symptomatique de toute une gestion amont que les managers de rayon et leurs équipes doivent prendre en compte dans leur travail au quotidien, avec une fiabilité de stock, avec la gestion des réserves, avec la bonne capacité marchande sur les gondoles pour faire en sorte que on vise le presque rupture. Bien sûr que ça n'existe pas le zéro rupture, mais parce qu'il y a aussi la part de responsabilité des industriels et des centrales d'approvisionnement. Prévu, Voilà, mais quand même, malgré tout, même s'il y a 30% des cas de rupture, s'il n'y a pas, j'achète un produit de substitution connexe dans l'unité de besoin. Il y a un niveau acceptable quand même, je pense. En termes de mais 70%, s'il n'y a pas, j'achète pas. Donc le coût prêt, il tombe. Le manque à gagner est assez important. Voilà. Donc derrière, ça sous-entend qu'il faut planifier les tâches de gestion, de capture et de traitement de la rupture au bon moment, pas après la mise en rayon. Ça, c'est un peu facile parce que le client, il a vu la rupture avant. Donc oui, ça c'est très important. Il y a encore deux autres aspects. Il y a la tenue des rayons, bien sûr, globale, avec la propreté, le dégagement des allées, qui nécessite que les équipes travaillent de manière efficace pour accueillir dans de bonnes conditions les clients pour qu'ils repartent avec le sourire. Et le dernier point, c'est le conseil, peut-être. Le conseil, effectivement, à la vente. Parce que même si la GSA, son objectif au départ, c'est de vendre tout sous le même toit en libre service. On se rend bien compte qu'aujourd'hui, pour avoir une différenciation avec le e-commerce, qui est une réalité, ou le hard discount, qui ont pris beaucoup de parts de marché, c'est de pouvoir aussi conseiller les clients sur un certain nombre de gammes de produits, parce qu'on voit bien que ça déclenche l'acte d'achat et que du coup, ça favorise du chiffre d'affaires additionnel, ce qui est aujourd'hui une recherche des hyper considérable. Comment on pallie à tous ces irritants ? Alors l'attente en caisse, je pense que c'est par rapport au flux client, mais techniquement, comment ça se passe ? Sur les ruptures, sur les tâches de gestion, il faut que les chefs de rayon considèrent qu'on ne peut plus dire aujourd'hui « j'ai pas le temps de faire ces tâches-là ». C'est-à-dire que c'est vrai qu'on met l'accent souvent sur la mise en rayon de l'arrivage, du stock, de la promo. Peut-être 90% du temps, 80-90% du temps. Alors non, c'est ce qu'on a souvent pensé et qu'en fait, on se rend compte que c'est plutôt 50% du temps la mise en rayon de l'arrivage, plus la promo, on est plutôt à 60-65%, mais 40%, voire 50% du temps, les équipes font d'autres choses qu'attendent le client d'ailleurs. C'est la propreté, c'est l'introduction des nouveautés, c'est la gestion des planogrammes, c'est... le relevé de rupture, je vois beaucoup. Oui, c'est le contrôle des stocks négatifs, parce qu'il y a des écarts de gestion, c'est le rangement de la réserve, parce que c'est aussi plus ma réserve est efficace et bien rangée, plus j'ai du temps à allouer pour m'occuper de mes clients et de mon commerce. Donc en fait, du coup, les tâches de gestion, elles font partie inhérente de l'activité et qualifient l'efficacité du travail opérationnel. Donc,
ouais, ne pas négliger toutes ces tâches Non, un elles peu sont connexes nécessaires. qui sont pas visibles pour le client aujourd'hui. Et trop souvent, on les passe en seconde priorité Ouais. et donc elles ne sont pas toujours assez bien faites, quoi. Parce que la vieille école, c'est de se dire, je passe le plus de temps pour remplir les rayons et on passe peu de temps sur le nettoyage. Moi, je l'ai connu, sur le nettoyage, sur le relevé de rupture, pardon. Donc ça revient. Ça revient et de toute façon, quand vous regardez dans le monde entier, quel que soit le commerce et sa Ouais. taille, on fait toujours ces ruptures tous les jours, hein. On ne fait pas ça quand on a le temps. La propreté, c'est pareil, c'est du quotidien. La vente conseil, c'est sur des produits où ça nécessite un peu d'aide pour aiguiller le client. Tout commerçant sait que ça fait partie de ses basiques. Donc oui, ça revient et c'est nécessaire. Et je dirais même que c'est différenciant par rapport au e-commerce Ouais. parce que ces sujets-là ne peuvent pas être apportés pour les clients qui sont sur le... Alors si, il peut y avoir des vendeurs muets, ce qu'on appelle les vendeurs muets, Ouais, bien pour sûr. pouvoir aider le client, mais le contact, il y a beaucoup de clients qui sont à la recherche de ça. Donc peut-être pas la génération d'aujourd'hui qui a besoin d'efficacité, de rapidité dans son acte d'achat, mais le contact, la relation, c'est certainement un des effets que peut apporter la grande distribution alimentaire aujourd'hui. Est-ce que tu penses que l'IA, c'est un sujet chez vous, est-ce que l'IA va peut-être pouvoir aider, assister en mieux les gestionnaires de rayons? Beaucoup dans la planification des tâches et des activités, mais aussi dans la planification des équipes. En Ouais. reprenant l'exemple du conseil à la vente, par exemple, c'est dramatique de ne pas avoir les vendeurs sur une gamme de produits Mm. quand on peut savoir grâce à l'IA que c'est justement le bon moment où Ouais. il aurait fallu l'avoir parce qu'on ne va pas les vendre, les produits. En revanche, avoir trop de vendeurs qualifiés sur cette gamme-là, alors qu'on sait très bien que grâce à l'IA qui peut nous donner l'information que c'est pas le nécessaire de les avoir, on a un modèle économique qui est pas rentable. Ouais. Donc oui, l'IA va intégrer aussi l'histoire de la météo, l'histoire des fêtes, locales, de plein d'informations. Toutes ces informations vont venir nourrir une vision qui va Ouais. permettre d'aider le magasin à mieux s'organiser. On voit des IA qui détectent les ruptures, par exemple. Bonne ou Oui, mauvaise alors, chose? oui, parce que d'ailleurs, il y a une chose qu'on fait depuis déjà une bonne vingtaine d'années, voire plus, c'est dans le réappro automatique, dans les formules, on analyse quoi? Alors, bien sûr qu'on prend en compte le stock minimum, la capacité marchande du linéaire, Ouais. le délai de livraison, toutes ces choses-là, et le PCB, le conditionnement des articles, mais on prend aussi en compte les statistiques de vente précédentes sur 3, 4, 5 semaines. Donc, toutes les informations qui viennent aider à prendre la bonne décision Ouais. pour commander ou pour faire livrer ou pour faire une tâche sont de toute façon primordiales. Donc tu vois l'IA arriver un peu comme une vague dans la grande distribution ou ça sera progressif? Ouais, le seul sujet qu'il faut appréhender et anticiper, c'est comment utiliser ces informations. Sans déresponsabiliser les équipes pour autant, quoi. Il faut conserver la compétence des équipes qui connaissent leurs clients, qui connaissent leur commerce et qui connaissent leur magasin et les Ouais. configurations souvent très spécifiques de chaque point de vente. Donc ça, il faut absolument se baser dessus. Mais il faut aussi les aider à rentrer dans cette ère où les informations qu'on leur amène, et on voit bien avec les outils de planification, de workforce management Ouais. ou même de pilotage d'activité, il y a un besoin d'appropriation, il y a une phase d'appropriation parce que ce n'est pas forcément très naturel pour elles au départ. Et quand elles comprennent ce qu'elles peuvent faire avec, là, ça devient génial. Merci Pierre-Yves. Merci, Jonathan.